Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. J'ai les meilleurs moments de l'année, c'est me réveiller en vacances vers 7-8 heures et c'est de me retrouver au bord de la piscine, ouvrir un PC, prendre un café, préparer la journée pour que les hommes vers 9-10 heures quand ils commencent tout soit en ordre. Donc finalement je travaille tous les jours même en vacances, mais je prends énormément de plaisir, c'est limite un des meilleurs moments de la journée en vacances. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Sébastien Bertrand de Black & Bike. Je suis Bérangère et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Geoffroy, bonjour Sébastien. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va super, je suis ravi d'être parmi vous. Bonjour à tous. Alors pour commencer, pourrais-tu partager avec nous un peu sur toi-même et sur ce que tu fais actuellement ? Je m'appelle Sébastien Bertrand, j'ai 29 ans. Je suis l'administrateur de Black & Bike et le fondateur aussi. Nous sommes des magasins de vélo. Actuellement, nous en avons 2 et nous avons le but de nous étendre un peu partout, si tout se passe bien. Ils sont situés où ? Quand tu dis 2 ? Donc, Gerpine, plus précisément l'Overval, donc la région de Charleroi, et le deuxième est à Couëme, région de Mons. Ça parle à Bérangère, ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale, de la jeunesse, donc du démarrage jusqu'à son état actuel ? Oui, donc j'ai ouvert Black & Bike en 2017, j'avais 22 ans, c'était un peu tôt, c'était un tout petit magasin, donc c'est pas le local qu'on a aujourd'hui à l'Overval, et au fil du temps, ça a eu pas mal de succès, j'ai dû commencer à engager toujours dans le petit local, et pendant le Covid, nous avons déménagé pour prendre 450 mètres carrés, tout continuait à se passer super bien. Donc, je me suis intéressé à la possibilité de racheter un autre magasin. Et c'est là que nous avons eu les contacts pour le magasin de Mons. Et dans la foulée du rachat de Mons, j'ai décidé de m'associer avec Laurent Louillet, qui est le groupe Louillet. Il y a d'autres marques, mais BMW, tout le monde connaît. Et donc, on a fait un peu le 2 en 1 de façon à unir nos forces pour le futur. Et si on remonte un peu plus loin dans le passé, au niveau de tes études, est-ce que ça te prédestinait à... Non, pas du tout. Surtout, je viens d'une famille, c'est principalement la classe ouvrière, donc il n'y a pas d'indépendant dans ma famille à la base. J'ai grandi en suivant une scolarité tout à fait normale, et pendant mes études supérieures, j'avais vraiment du mal à trouver ma voie. Et j'ai pris la décision de stopper mes études en plein parcours universitaire pour ouvrir le magasin de vélo. Donc c'était un peu sur un coup de tête, mais à la fois c'est ce qui m'a permis de vraiment me développer et de tirer le meilleur de moi-même. Il y a une passion pour le vélo. Pourquoi le vélo ? Oui, il y a une passion pour le vélo, donc c'était un peu parallèle. J'ai fait des études sportives en cyclisme, j'ai fait des compétitions vélo pendant 10 ans à très haut niveau, sans jamais passer professionnel, mais dans les catégories de jeunes, j'étais toujours à haut niveau. J'ai fait le choix d'arrêter les courses pendant mes études pour me consacrer à mes études. Et donc, à un moment donné, je tournais un peu en rond et je me suis dit, voilà, je veux travailler pour moi. C'était pas un problème d'autorité, mais je voulais vraiment construire quelque chose. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien ? Finalement, le vélo, et j'ai mis le 2 en 1 pour embrayer. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que tu as eu ton déclic ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont contribué à ce que tu aies envie de passer à ce statut, quelque part, d'entrepreneur ? Mais à la base, c'était un projet à l'école qu'on devait monter. Donc, c'était une société virtuelle. Et là, pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que le projet, j'avais monté un magasin de vélo mais avec un coin café, avec un espace coaching, donc ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et pendant le projet, je me suis dit, c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Donc j'ai arrêté pour ouvrir le magasin, mais à la base qui était un simple magasin. Et quand on a déménagé de local pour avoir beaucoup plus grand, j'ai vraiment mis finalement en place tout ce que j'avais un peu imaginé et qui était un peu rêveur, parce que je me rappelle à l'époque quand j'en parlais, tout le monde me disait oui mais non, ça fonctionnera jamais. Et pourquoi le nom Black & Bike ?
Alors, je suis Carolo. Je revendique le fait que je suis Carolo. Donc, j'ai grandi à Couillet. Et Black, c'est le pays noir, Charleroi. Donc, les noms anglais, pour le moment, c'est fort à la mode. Et je trouvais que ça faisait un petit jeu de mots, Black and White, Black and Bike. Bon, c'est jamais évident de trouver un nom. Donc, on sortait, j'avais une feuille de papier remplie de noms. Et je le lisais à mes amis juste avant d'ouvrir. Et puis, au fait, à chaque fois, Black and Bike, tout le monde disait « Oh, ça, c'est pas mal ». À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit « Ok, on prend ça, on avance ». Est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement spécifique qui ont influencé ta décision de devenir entrepreneur? Mais pas vraiment, parce que mon entourage avait vraiment très peur. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne m'encourageait pas, mais c'était plus par peur. Il me disait de faire très attention. Et j'ai vraiment foncé tête baissée à ce niveau-là. Je pense que je l'ai fait vraiment tout seul. Donc, on peut dire, comment a réagi ton entourage exactement donc, par rapport à ça? Ils t'ont quand même soutenu dans ton Au-delà projet? de tes parents, hein, donc, Oui. vraiment l'entourage. L'entourage. Oui, ils m'ont soutenu à partir du moment où j'ai dit je le fais, go, je me mets dans le bateau. Mais avant ça, j'ai eu des réflexions dans la famille et sans rancune, mais du genre, t'as jamais vendu de ta vie, va vendre des télés chez Krefel pendant 6 mois et puis tu verras. Et finalement, je pense que c'était des vrais conseils et des bons conseils parce que c'est après coup que je me suis dit, ouais, là, je me suis quand même embarqué dans quelque chose où finalement, j'ai jamais vendu, j'avais jamais travaillé de ma vie, à part des jobs étudiants, mais qui n'étaient pas en lien avec le vélo. Et donc, si tu avais l'occasion, si tu avais une baguette magique pour revenir un peu sur le parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que je referai tout différemment pour justement pas faire les erreurs que j'ai faites par moment. Et puis d'un autre côté, je ne ferai rien différemment parce que je suis super content de là où j'en suis aujourd'hui, à la vitesse à laquelle ça a avancé, ça s'est développé. Et je pense qu'il faut faire des erreurs pour grandir et apprendre. Donc finalement, je vais dire que je ne changerai rien. Quelles ont été tes sources d'inspiration justement dans ce projet-là d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu des lectures, des mentors ou même des expériences vécues qui t'ont inspiré? De nouveau, à la base, non. Donc, je pense que c'était vraiment un côté d'instinct, vouloir me prouver et vraiment entreprendre. Et puis, avec le temps, c'est devenu mon associé aujourd'hui, mais je pense qu'une belle source d'inspiration, ça a été Laurent Louillet, de par son parcours, de par sa volonté de grandir et sa hargne de travail, sa discipline. C'est vraiment le fait de le rencontrer plus tard, c'est ce qui m'a donné envie de grandir en tout cas. À la base, j'avais vraiment envie d'avoir mon petit magasin local, entre guillemets, faire mes heures. Je les ai jamais comptées, mais je voyais pas forcément plus loin et le rencontrer m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, de travailler encore plus et surtout de vouloir m'étendre aujourd'hui. Ok, donc on peut dire que c'est un challenge personnel au départ et puis le fait d'être en contact d'un autre entrepreneur inspirant t'a inspiré du coup toi aussi tout à fait. Non, à te développer et déployer. Oui, vraiment on peut le dire, c'est ce qui m'a donné envie en tout cas de grandir encore une fois. Et quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier aujourd'hui sur le parcours et que tu souhaites partager avec nos auditeurs? Je pense quand on a un commerce comme ça, on fidélise une clientèle. Donc, quelque chose dont je suis fier, c'est que on a de plus en plus de clients au fil du temps. Et donc, ça veut dire que le concept, parce que pour moi, c'est vraiment un concept Black and Bike, fonctionne. On le voit bien aussi à Mons. On arrive vraiment à faire en sorte que les gens vivent un peu plus Black and Bike que quand c'était l'ancien magasin. Et la deuxième chose, ça c'est plus personnel, mais c'est le chemin parcouru en 6-7 ans qui finalement a été très très impressionnant. Si je prends les ouvertures des magasins, aussi bien dans la région ou en Belgique, ces 5 dernières années, je me rends compte que nous, on a fait beaucoup de chemin par rapport à certains. C'est une activité B2C au départ qui devient de plus en plus B2B aussi, le vélo. Tout à fait, oui. Je pense qu'il faut vraiment sauter sur l'opportunité parce que aujourd'hui, on a le leasing vélo qui s'est ouvert. On a beaucoup de gens dans des sociétés qui n'ont plus droit simplement à une voiture de société dans le package salarial, mais plutôt un plan mobilité, une enveloppe mobilité. Et donc là, on travaille de plus en plus en B2B et on a une mission qui est vraiment parallèle, c'est avancer sur 2 routes. Donc, c'est la clientèle, le côté vélo-passion sportif qui est très important. C'est ce qui fait que les magasins de vélo ont duré autant de temps jusqu'à aujourd'hui.
Mais en parallèle, maintenant, c'est de développer le côté business, comme vous dites, où là, on vend de la mobilité, on vend du domicile-lieu de travail et on essaye de plus en plus d'avoir des contrats avec des sociétés pour pouvoir offrir aux collaborateurs de la société la possibilité d'avoir un vélo, mais aussi de l'entretenir et d'avoir tous les conseils qu'on peut offrir. On sait que le chemin entrepreneurial, c'est très rare quand c'est une ligne droite toute tracée. Est-ce que tu as rencontré des obstacles ? Certainement que oui. Quel a été ton plus gros obstacle et comment tu l'as transformé en opportunité ? Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus gros que l'autre. Mais en tout cas, je pense que c'est rempli d'obstacles au quotidien et que justement, vous venez de le dire, c'est absolument de le transformer en opportunité à chaque fois. Donc je dirais, le plus gros obstacle, c'était avant l'ouverture, c'était trouver une banque qui allait me faire confiance. 22 ans, j'avais pas de fonds derrière, j'avais pas de garantie et sur papier, ça tenait pas la route. Donc ça, je pense que c'était déjà pas mal. Et puis après, le plus gros obstacle, je pense comme beaucoup, ça a été le Covid dernièrement. Et on l'a vraiment transformé en opportunité. En fait, 4 jours après la fermeture complète, je voyais, j'étais enfermé chez moi et je tournais comme un lion en cage. Je voyais les camions et les livreurs Amazon, pour pas citer, mais de toutes les ventes en ligne qui tournaient. Donc les gens surachetaient. Eux avaient le droit de livrer et nous, on était un peu enfermés chez nous. Donc j'ai directement contacté le SPF Finance pour savoir si on pouvait livrer des vélos. Et la réponse a été que rien ne nous l'interdisait. Si les livreurs continuaient à livrer, on pouvait livrer. Donc là, ce soir-là, on a publié sur les réseaux qu'on pouvait livrer le vélo chez le particulier. Et on s'est retrouvés, finalement, nous, on n'a jamais vraiment été fermés. Donc on a été fermés en magasin point de vente. Mais par contre, le 4e jour, on livrait. Et là, c'était une intensité assez impressionnante. Donc finalement, sur papier, ça m'a fait très peur. J'ai eu peur pour mon business parce que c'était assez inquiétant. On ne savait pas pour combien de temps on fermait. Et j'ai directement saisi l'opportunité de pouvoir continuer à travailler. Donc voilà. Quelle belle résilience. Ouais. Est-ce que dans la balance, tu vois plus d'opportunités ou de menaces dans le fait d'entreprendre jeune sans avoir d'expérience de salarié ou d'expérience professionnelle avant ? Je pense qu'au début, c'est pas évident. Et là, je remercie vraiment mes clients du début, qui sont toujours clients pour la plupart, s'ils m'écoutent. C'est le fait de faire confiance à quelqu'un qui a 22 ans dans un petit point de vente. On est quand même sur des sommes qui sont assez importantes, l'achat d'un vélo. Et donc, au début, c'était pas facile et je voyais bien que certains avaient du mal à me faire confiance. Mais par contre, ça a vite eu un effet boule de neige. Une fois que la confiance s'est mise, ça me faisait même un coup de pub, le fait d'être jeune. Par contre, je pense pas que ça m'a mis un frein de ne jamais avoir travaillé en boîte ou quoi, parce que finalement, j'ai dû grandir tout seul et je fonçais tête baissée un peu partout et c'est ce qui faisait, je pense, où je vais chercher à chaque fois ma limite. Et dans certains domaines, j'ai toujours pas découvert, mais il n'y a pas de cases qui sont fermées. Comme parfois j'ai des amis qui se lancent comme indépendants et je vois vraiment qu'ils peuvent avoir des appréhensions et c'est un peu des appréhensions de l'employé ou de l'ouvrier finalement. Et on remarque aussi que beaucoup d'entrepreneurs, dirigeants de PME sont plutôt silencieux comparés aux entrepreneurs anglo-saxons. Voilà, ils se montrent et ils n'ont pas peur de se montrer. Est-ce que justement le fait d'être un jeune entrepreneur dans nos régions, est-ce que c'est différent ou est-ce que tu remarques aussi dans les entrepreneurs de ta génération ce côté un peu timoré, un peu craintif de se montrer Ouais, les entrepreneurs que je fréquente vraiment au quotidien, dans la région par exemple, sont craintifs. Ils se montrent très peu finalement et je pense que souvent ils devraient mettre en avant ce qu'ils font parce qu'ils font vraiment de très belles choses et on n'en parle pas assez. Ça, c'est mon avis. Par contre, si on prend un peu sur les réseaux sociaux, certains entrepreneurs que je suis pour vraiment suivre l'actualité qui se montre. Pour moi, il y a un côté aussi où on est un peu dans un phénomène de mode où on veut copier un peu l'anglo-saxon et je pense que se surexposer, c'est pas toujours bon non plus parce que c'est ouvrir un peu trop sur les réseaux et c'est un danger aussi. Je pense que parfois se concentrer vraiment dans son boulot, c'est plus important que faire par exemple 20 réels par jour pour expliquer que finalement aujourd'hui on a réussi à faire signer un client. Donc je pense qu'il faut se montrer un peu plus que ce qu'on fait en tout cas dans la région, mais il ne faut pas exagérer non plus. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton style de leadership et son impact sur la culture de l'entreprise ?
j'ai tendance à leur donner énormément de liberté et toute ma confiance. Je leur dis toujours avant de commencer que de toute façon, moi je pars du principe que je donne 100% confiance et que j'espère ne pas être trahi. Je pense que ça apporte beaucoup de choses. Pour le moment, mais ça m'a rarement apporté du négatif. Ça leur permet d'être assez libres et je reste toujours derrière eux de façon à ce qu'au quotidien on corrige, parce que voilà, j'ai ma façon de travailler, le service chez nous est vraiment primordial, donc je mets l'accent là-dessus. Je leur dis toujours, ben voilà, si on prend le métier de serveur, il y a différents serveurs. Il y a le serveur du fast-food qui est un vrai serveur et il y a le serveur du 4 étoiles qui est aussi un serveur. Les normes et les attentes ne sont pas les mêmes, mais j'ai jamais la prétention de dire qu'on a un 4 étoiles, mais on est minimum un étoilé. Et donc, je suis vraiment à cheval là-dessus. Mais par contre, ils ont énormément de liberté. Et quand ils prennent une décision et que c'est pas la décision que j'aurais prise et que c'est plutôt l'inverse, j'essaye toujours de dialoguer avec eux pour comprendre pourquoi ils ont pris cette décision et leur expliquer que finalement, pour moi, c'était pas la bonne décision. Je pense aussi, ce qui est important, j'ai démarré tout seul, on fait tout soi-même, on compte que sur soi-même, puis quand on engage, mais finalement, il faut aussi accepter que les choses sont pas toujours faites comme on aurait fait. On se rend compte aussi parfois que la personne le fait différemment et le résultat est encore meilleur. Donc ça, c'est la preuve que faire confiance, ça peut aussi rapporter beaucoup. Et puis après, ben voilà, je pense que c'est du quotidien et toujours leur montrer que vous êtes là pour eux, c'est le plus important. Et quand on fait une erreur aussi, c'est l'assumer, le reconnaître. Un leadership basé sur la confiance principalement. Oui, vraiment principalement. On entend que c'est important. Ouais, oui. Et manager des personnes, parfois j'imagine, plus âgées ou plus expérimentées que soi, c'est facile. Je pense en tout cas dans mon cas, on me le disait toujours, tu vas voir quand tu vas engager quelqu'un qui est plus âgé. Et pour finir, je suis sûrement un des plus jeunes de l'équipe. Hors apprenti, à mon avis, je suis le plus jeune. Et je me rends compte qu'au début, l'appréhension vient plus de la personne qui est plus âgée, surtout dans le rachat de Mons, par exemple, parce qu'on a gardé le personnel. Mais que finalement, avec le temps, c'est limite, les personnes, plus l'écart est grand et plus j'ai un lien qui est fort et qu'il y a énormément de respect entre nous deux. Donc, voilà, sur papier, je pense que ça fait toujours un peu peur, mais je me rends compte que dans les faits, ça se passe super bien. Et en dehors de ta vie d'entrepreneur, et le vélo évidemment, quelles sont tes passions ou les hobbies qui enrichissent ta vie ? Pour rien vous cacher, ma vie d'entrepreneur prend, je dirais, 90% de mon temps. Je pars très peu en vacances, je m'accorde très peu de temps libre et c'est pas parce que voilà, c'est une drogue, c'est juste que je prends énormément de plaisir à bosser. Donc, je dirais c'est mes amis. Passer du temps avec mes amis le week-end, le soir, c'est assez important pour moi. Faire un peu de sport en général. J'essaye toujours de me donner un petit défi. Ça fait 2 ans de suite que je fais un marathon. Donc, une fois par an, ça me permet de faire un bloc de 8 semaines où je me remets vraiment au sport à fond. Parce qu'évidemment, parfois, je me mets un peu de côté pour le boulot. Mais pour le reste, je suis assez simple dans l'ensemble. Et concrètement, comment est-ce que tu gères l'équilibre entre le pro et le perso ? À 90% et 10%. Ouais, c'est assez compliqué à gérer. Je pense que comme c'est toujours le pro est toujours en tête, finalement, c'est toujours présent. Mais il y a des moments où voilà, je m'oblige à couper un dimanche après-midi en famille ou avec mes amis. Là, je me dis que je dois vraiment laisser aller. De toute façon, je suis pas au boulot et que j'ai aucun impact sur ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment couper par certains moments et ne pas avoir peur de se dire cette fois-ci, je bloque et je me remettrai au boulot un peu plus tard. Et puis, j'ai souvent ça, je réserve jamais de vacances à l'avance, mais il y a un moment où voilà, je me dis ok, là maintenant je dois vraiment partir et je peux le lendemain être dans l'avion alors que c'était pas prévu. Je vérifie juste qu'au niveau des équipes tout est en ordre. Et puis une fois que je suis parti, à chaque fois je me dis finalement j'ai vraiment bien fait de le faire parce que je reviens encore plus motivé et ça m'a fait du bien. Donc je pense, je m'écoute beaucoup et c'est ce qui fait que j'arrive à garder une belle cadence et d'être toujours heureux 7 ans plus tard en travaillant en fond. Tu fais toujours attention à répondre à tes besoins personnels quand tu le sens. En tout cas, tu t'autorises ces moments de break. Oui, tout à fait. Alors parfois, j'ai pas le choix parce que il faut que quelque chose soit absolument fait et que je dois me sacrifier. Mais quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, j'hésite pas à dire voilà, je redéplace un peu le planning pour pouvoir profiter ce soir, par exemple, et m'autoriser un restaurant ou une sortie entre amis. Et quand tu es en vacances, tu arrives à déconnecter à 100% ou tu te retrouves quand même
de temps en temps derrière ton téléphone à répondre à des mails? Non, je ne déconnecte jamais, mais de nouveau, c'est une volonté et c'est un plaisir. J'ai les meilleurs moments de l'année, c'est me réveiller en vacances vers 7-8 heures pendant que mes amis sont encore en train de dormir. C'est toujours assez festif, les vacances de mon côté. Et c'est de me retrouver au bord de la piscine, ouvrir un PC, prendre un café, préparer la journée pour que les hommes, vers 9-10 heures, quand ils commencent, tout soit en ordre. Donc, finalement, je travaille tous les jours, même en vacances, mais je prends énormément de plaisir. C'est limite un des meilleurs moments de la journée en vacances. Et face aux défis quotidiens et surtout au stress, comment est-ce que tu arrives à maintenir une attitude positive et te ressourcer? Je me souviens quand je me suis lancé il va avoir 7 ans, je regardais un peu plus le JT pour suivre l'actualité et je me disais toujours « Waouh, mais dans quoi tu te lances? Le monde va s'écrouler » et je me disais l'année prochaine, il n'y a plus d'argent, l'économie. Et finalement, je me rends compte que 7 ans plus tard, oui, c'est compliqué, on est en pleine crise, on ne va pas se le cacher, mais je pense qu'il y a un côté où l'entrepreneur n'a pas le choix que de relativiser ce qui se passe, d'avancer, de se concentrer, mais surtout aussi anticiper au maximum, même si c'est de plus en plus compliqué. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on se rend compte que même dans le milieu du vélo, on n'a plus de saison. On peut avoir un mois de juillet qui est complètement calme et un mois de décembre qui est dingue. C'est ce qu'on a eu l'année passée, par exemple. Mais c'est surtout anticiper et voir ce qui se passe. Et je pense essayer d'être prêt au maximum au changement et on va prendre l'exemple du B2B, on en parlait juste avant. Je pense que le gérant de magasin de vélo qui aujourd'hui dit moi j'ai toujours pas de solution de leasing à proposer, c'est sûr que dans le futur ça va se compliquer, mais aujourd'hui on en est conscient et ça se ressent, donc il faut agir. Quelles sont les valeurs qui te drivent au quotidien ? C'est surtout l'honnêteté. Je pense qu'il faut être honnête aussi bien vis-à-vis de ses collaborateurs que de ses fournisseurs, que de ses clients. Savoir reconnaître quand on est en tort, donc je dirais l'honnêteté, le travail. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment rien on n'a rien sans travail, il n'y a rien qui tombe sans vraiment se mouiller. Et ça, c'est des valeurs qui sont assez importantes. Je vais faire un parallélisme. C'est si on prend quelqu'un qui est énormément critiqué, peut-être pas connu de tous, mais c'est le rappeur Jul. Je me suis fort intéressé à sa vie parce que finalement je me disais comment quelqu'un qui est autant critiqué, qui vient finalement d'un milieu social, c'est un HLM à Marseille, il n'y a pas de maison de disques derrière, il n'y a pas grand chose, il fait tout seul et aujourd'hui il rassemble je pense ses 2,3 milliards de vues sur YouTube. Donc comment il est arrivé par là? Et au fait la conclusion c'était le travail, donc ça je pense c'est une valeur hyper importante. Comment envisages-tu l'évolution du monde entrepreneurial dans les 10 prochaines années et la place de ton entreprise dans ce futur? De mon côté, vraiment dans le meilleur des mondes, ce serait de se déployer au maximum. Donc tant que ça fonctionne, continuer là-dedans. On a des boutiques. Pour le moment, on a 2 boutiques. J'espère qu'en 2024, on ouvrira d'autres points de vente. Et en tout cas, ça c'est vraiment futur proche, c'est vraiment ce qu'on veut, travailler de plus en plus le B2B comme on l'a dit, parce que je pense qu'il va y avoir énormément de parts de marché là-dedans, mais surtout ne pas oublier aussi le côté sportif et ce qui nous anime à la base, la passion du vélo, c'est faire du vélo pour le plaisir. Donc c'est pourquoi pas aussi avoir certaines boutiques où c'est des points de vente un peu plus spécifiques, où par exemple on vend que du vélo haut de gamme ou alors que du sur-mesure, mais aussi ne pas oublier qu'il y a l'e-commerce, ne pas oublier aussi qu'on peut toujours développer d'autres business, même si c'est en rapport avec le vélo. Donc j'ai rien de très précis à part pour le moment vraiment magasin de vélo, mais si on voit à un moment donné, on le connaît dans l'automobile, que certaines marques veulent vendre de plus en plus en ligne, je pense que là il faudra prendre une autre direction à un moment donné, même si pour moi on est vraiment un acteur, on a un rôle à jouer dans le monde du vélo, parce que le conseil et le service derrière est très 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 important. Donc je me rassure, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de marques qui pendant le Covid ont essayé de vendre en ligne reviennent en arrière et redemandent aux magasins de jouer leur rôle. Donc moi, j'avais une question aussi, c'est par rapport au secteur qui, comme le secteur automobile, on assiste à certaines concentrations, on ne va pas citer de nom, mais certains plus gros concurrents se rassemblent et se concentrent. Est-ce qu'il y a encore une place pour des petits acteurs, et je ne parle pas que pour toi, mais est-ce que peut-être certains qui nous écoutent auront peut-être des vocations, est-ce qu'il y a encore une place pour des plus petits acteurs dans le secteur?
Je pense qu'au fil du temps, ça va vraiment se compliquer. On le voit ici dernièrement. Donc, comme je disais, on est quand même en pleine crise. On ne vit plus les années Covid, même si le milieu du vélo, pour moi, se porte bien. Il y a certaines fermetures là, dans des magasins de vélo. Et encore une fois, vous venez de le dire, on a des gros groupes, je ne les citerai pas non plus, mais qui arrivent aussi dans le monde du vélo. En un an, on s'est retrouvé où aujourd'hui, ils ont 20 points de vente. Donc, ça va un peu à deux vitesses. Et souvent, moi, j'ai le consommateur qui me dit « mais oui, mais vous n'avez pas besoin de grandir. Moi, j'aime bien, je viendrai toujours ici. » Et finalement, c'est comme dans l'automobile, le monde évolue. Et on se rend compte que c'est la volonté des marques. Les marques préfèrent travailler avec 3-4 gros acteurs que des petits. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je pense qu'à l'avenir, les petits magasins vont avoir de plus en plus de mal parce que les marques vont leur demander des montants de commandes qui sont conséquents. Pas pour des grosses chaînes, mais pour le petit magasin de quartier. Et donc, finalement, le magasin va perdre sa marque phare et le client qui, lui, cherchera le produit ira ailleurs le chercher. Donc, voilà, je pense vraiment, ça, c'est pas demain, mais en tout cas, dans les 5 à 10 ans, le marché du vélo va changer énormément. Et on le voit si aujourd'hui, des gros acteurs, dont certains dans l'automobile, mettent énormément de moyens dans le monde du vélo, c'est parce qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Et c'est malheureux, mais le petit vendeur du coin devra soit être très, très spécialisé dans un domaine, comme je dirais, le vélo de route haut de gamme ou le vélo électrique, mais vraiment dans une gamme comme le vélo de descente, ou sinon ce sera assez compliqué pour lui dans le futur. En tout cas, c'est mon avis, je me trompe peut-être. Et comment est-ce qu'on se différencie par rapport à un acteur, comme là on va le citer, comme Decathlon, enfin vraiment des gros acteurs comme ça, quel est votre élément de différenciation ? Mais nous, notre volonté est de grandir, je ne le cache pas, donc souvent justement on me pose cette question, oui mais comment tu vas devenir gros ? Et notre volonté, c'est de continuer à grandir, donc de pouvoir, vis-à-vis de nos marques, avoir un impact assez important. C'est ce qu'on a encore aujourd'hui et ça, c'est bien. Mais dans des structures où on a des magasins, au lieu d'avoir un magasin comme Decathlon de X milliers de mètres carrés, garder un magasin de 400, 500, 600 mètres carrés avec 4-5 personnes dans le magasin qui travaillent où finalement, quand le client passe la porte, il a toujours affaire à la même personne. Et pour moi, ces grosses structures-là, on en a parlé, le personnel, c'est pas toujours facile. Il se retrouve avec des contrats étudiants, des contrats intérim. Et donc, finalement, l'acheteur, il n'a pas 2 fois la même personne devant lui. Et je pense que nous, on peut vraiment faire la différence, c'est en apportant notre notion de service. Aujourd'hui, à l'Overval, on rassemble sur Google 4,9 étoiles sur 5 avec 280 avis. Donc, c'est vraiment la route qu'on a décidé de prendre. Et si on a un gros groupe un jour, c'est vraiment ce que je veux, c'est que le service dans chaque magasin soit irréprochable de façon à pouvoir justement tenir le bras de fer par rapport à des gros groupes comme Decathlon, par exemple. Parce qu'au niveau prix, là, c'est plus compliqué. J'imagine qu'en des leviers de par les volumes. Tout à fait. C'est plus compliqué niveau prix. Maintenant, on arrive, comme on en a parlé, dans la majorité de nos ventes, ça devient du leasing avec des contrats d'entretien. Le prix rentre de moins en moins en compte, mais c'est plutôt le stock, les marques qu'on vend. Et alors, le service qui a fait la différence. Le service client, c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, par rapport à un magasin aussi grand que Decathlon. Tout à fait. L'approche client. Pour moi, c'est vraiment l'approche client, mais aussi le fait de se familiariser avec le client. On propose des sorties vélo à nos clients, on propose des ateliers de réparation avec nos clients. On a un espace café dans chaque magasin de façon à ce que le client puisse, pendant les entretiens, continuer à bosser, prendre un café avant de récupérer son vélo. Donc ça, c'est toutes des petites choses, mais qui font que ça crée la différence et ça donne envie parfois, comme vous l'avez dit, le prix, c'est de mettre la différence et le supplément chez nous parce qu'on apporte une plus-value. Alors, pour terminer, quels conseils vraiment essentiels souhaiterais-tu donner à nos auditeurs, qu'ils soient novices ou expérimentés dans l'entrepreneuriat ? Expérimenté, je vais pas en donner parce que j'ai pas je considère pas que je suis expérimenté, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais pour les novices et surtout les gens qui veulent se lancer, c'est surtout de pas écouter ce que les gens leur disent alentour d'eux, parce que finalement la personne se met toujours dans sa propre peau en se disant ouais mais moi si là je dois ouvrir comme il est en train de me présenter son concept, jamais avec les enfants, avec la vie que j'ai, j'aurai plus de congés. Et donc finalement on a beaucoup de conseils mais que négatifs, ne le fais pas. C'est surtout de foncer tête baissée,
tout en mesurant quand même les risques. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on a énormément de facteurs et d'éléments qui permettent de mesurer quand même les risques. Donc de foncer tête baissée, de pas se retourner et bosser. Et je pense vraiment que quand on y croit très fort, ça ne peut que fonctionner. Donc il faut, moi je pense qu'il faut se lancer, il faut oser le faire. Et la route est vraiment belle, elle est très très dure, mais elle est super belle. Ne pas écouter les avis des uns et des autres et rester centré sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie d'accomplir et faire grandir cette foi à l'intérieur de soi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des avis qui sont bons et justes. Je l'ai dit en tout début de podcast. Mais pour moi, c'est un peu ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'il faut faire parler plus que les avis. Une question bonus pour ma culture personnelle. Quel est le taux d'électrification aujourd'hui dans un vélo qui sort traditionnel? Combien d'électriques sortent? Alors nous, on a un magasin qui est réputé pour encore vendre énormément aux sportifs, donc nos statistiques sont pas hyper bonnes et je connais pas la statistique du pays, mais on est à 72% de vélos électriques et pour vous donner une idée, il y a 7 ans, on était à peine 6-7%, donc là c'est vraiment énorme. Je pense que dans 4-5 ans on dépassera les 80%. Ouais, donc il y a une vraie électrification du marché. Tout à fait, et pour 2 choses. La première, le produit arrive, il est super agréable, donc même je vais prendre l'exemple du VTTiste qui commence à vieillir et qui se dit moi j'ai envie de continuer à rouler avec les copains mais ça devient dur. Il achète là, il délaisse le musculaire pour acheter un vélo électrique. Mais ce qu'on a vraiment et ce qui a fait influencer les statistiques, c'est l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Monsieur, madame, tout le monde qui vont au boulot bosser. Deuxième chose, les gens qui sont plus âgés et qui finalement avaient rangé le vélo dans l'abri de jardin parce que c'était plus possible vu la région, la Wallonie, c'est pas assez facile, il y a pas mal de dénivelé. Et là, au fait, toute cette population-là rachète un vélo de façon à pouvoir en profiter parce que le fait que ce soit un vélo électrique, ça permet de passer partout et de prendre beaucoup de plaisir. Moi, je dis toujours, le vélo électrique, finalement, c'est faire l'effort d'une marche, donc marcher dans la rue, mais à la vitesse d'une course à pied. Donc, on prend que du plaisir, quel que soit le niveau, quel que soit le fait d'en avoir besoin ou pas. C'est souvent un long débat. Les sportifs trouvent que c'est fainéant de faire du vélo électrique, mais je suis vraiment pas d'accord parce que on peut être sportif et aller en vélo électrique pour découvrir du paysage, tout simplement. C'est sur cette belle histoire entrepreneuriale inspirante que nous allons clôturer ce podcast. Un grand merci Sébastien pour ce partage et merci également à toi Geoffroy. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir.